Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur les podcasts de Radio Mojo. Radio Mojo, votre radio pirate préférée. Alors si je prends un peu le micro quelques instants, c'est pour vous dire que le podcast que vous allez regarder est tronqué de quelques secondes en début de vidéo. Pas d'inquiétude, il manque juste la présentation en fait des intervenantes. Je vais donc me permettre de vous rappeler ici leur nom. On avait donc pour cette première émission Interstice, Émilie Terlinden, Laureline Maheo, Lauriane Lenap, Morgane Sommeville, Charlotte Lalo et Charlotte Scott. Comme présentatrice, vous allez retrouver l'incroyable, l'ineffable, la sublime Brunella Dana Allegrini. Et je le rappelle, cette émission a eu lieu le mardi 18 février 2020. Voilà, j'espère que vous allez apprécier ce podcast et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos et d'autres émissions en live sur Radio Mojo. Et voilà, je crois que... C'est parfait. Merci. Moi, c'est Charlotte Scott et je fais de l'art plastique, entre autres. Voilà. Bonsoir, je suis Laureline Maheo, je suis artiste sculptrice et une des fondatrices de Fémiction avec Lauriane Panel et Morgane Sommeville. Bonsoir, Émilie Terlinden, je suis artiste plasticienne, je fais principalement de la peinture. Bonjour, Morgane Sommeville, bonsoir. Je suis illustratrice, BDiste et professeure d'art plastique et aussi dans le collectif Fémiction. Bonsoir, je suis Charlotte Lalo et je travaille dans la com pour un centre culturel. Alors, donc, vous êtes toutes plus ou moins dans la culture et l'art. Et ce qui nous intéressait ce soir, c'était de parler de la notion de féminisme dans le quotidien professionnel. Mais on va peut-être commencer par voir avec vous qu'est-ce que c'est votre définition personnelle de féminisme. S'il y en a une qui a déjà une idée. Pour moi, le féminisme, c'est principalement que les femmes et les hommes à travers le monde entier aient les mêmes droits devant la société, les mêmes droits civiques et les mêmes conditions de travail, soient considérées de la même manière, de manière égale, par l'État et par le pouvoir. Évidemment, oui, pour moi, c'est ça aussi. Je suis encore timide, c'est le début. Pourtant, on disait plein de choses avant que ça commence. Mais oui, c'est la même chose pour moi aussi. Et puis, mais en fait, au-delà d'une ambition un peu qui relève d'une définition, je trouve que, enfin, pour moi, maintenant, c'est un combat parce qu'en fait, on n'y arrive pas malgré tout. Donc, c'est plus genre le féminisme, c'est ça. Le féminisme, c'est ça, oui. Mais c'est aussi des actions nécessaires. Alors, quand tu dis on, c'est qui ? J'ai dit on. Les femmes, mais j'aimerais bien aussi que les hommes soient concernés, évidemment. Mais je pense qu'on ne peut pas vraiment vouloir aux hommes de ne pas être concernés à fond parce que c'est hyper difficile de se mettre à la place de quelqu'un qui est discriminé. Au même titre que, oui, évidemment, je suis complètement contre le racisme, je milite s'il le faut, etc. Mais je peux absolument pas savoir ce que c'est que d'être victime de racisme, donc voilà. Charlotte, une petite idée ? Alors, pour moi, le féminisme, c'est lutter dans mon quotidien pour mes droits en tant que femme et puis être aussi inclusive par rapport... je ne suis pas féministe seulement pour les femmes cisgenres, je milite pour l'inclusion des femmes trans. Alors, j'ai l'impression que le micro bleu... Il capote. Petit changement de micro vite fait. Donc je disais que pour moi être féministe, ça rejoignait la définition d'Émilie. Donc c'est lutter tous les jours pour qu'on reconnaisse mes droits en tant que femme, et c'est aussi reconnaître les droits des femmes trans, des minorités, être consciente de mes privilèges parce que je reste une femme blanche, cis je reste aussi très humble quand j'utilise le mot féministe parce que je suis consciente de pas encore connaître toutes les sources, la littérature et les références qui feraient de moi une bonne féministe. Donc je me sens un peu une noob, même si je pense que je milite pour mes droits depuis assez longtemps. Voilà.
Par exemple, de quelle façon tu milites ? Alors, ça a commencé tout bêtement, si on parle en tout cas du cadre professionnel, ce qui est aussi quelque chose qui nous réunit ce soir, c'est m'être rendu compte que dès que j'ai commencé à travailler avec des fournisseurs ou des hommes plus âgés que moi, j'étais constamment infantilisée. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas spécialement dû à mon manque d'expérience professionnelle ou à mon jeune âge, mais vraiment dû à mon genre. Donc c'est remettre vraiment l'église au milieu du village et dire que si je suis engagée pour faire un taf, c'est parce qu'en fait, je suis engagée pour mes compétences. Qu'on doit reconnaître mes compétences, que je peux aussi, bien sûr, comprendre que je fais des erreurs, évoluer, mais qu'il est hors de question que dans le cadre professionnel, on m'appelle mon petit ou ma petite, ou qu'on me fasse comprendre que ce que je dis est dénué de sens ou dénué d'intérêt, ou juste bête, parce qu'en fait, apparemment, la seule chose qui nous différencie, c'est que je suis une femme. Voilà. Est-ce que ça répond un peu à la question ? Oui, totalement. Et du coup, les filles, vous êtes dans un collectif. Est-ce qu'il y aurait une définition différente du féminisme par rapport à ce collectif, ou vous le vivez de la même manière ? Je ne sais pas si on peut parler d'une définition qu'on aurait... on ne s'est pas mis d'accord sur une définition du féminisme au sein du collectif parce qu'on est plusieurs voix de femmes et qu'on a chacune nos idées. On a chacune aussi notre niveau d'engagement. On n'est pas toutes d'accord tout le temps. Mais par exemple, pour moi, le féminisme, je le vis d'une manière où simplement donner la parole aux femmes, oser l'apprendre, oser faire des choses, ne pas se mettre en retrait, parce que c'est aussi un réflexe que moi, personnellement, j'ai beaucoup vécu plus jeune, de systématiquement me mettre en retrait par rapport à des garçons, à des mecs, et à être un petit peu derrière. Et là, du coup, avec ce collectif, en donnant la parole aux femmes, et c'est pour ça qu'on est... exclusive, qu'on est non inclusive pour les mecs dans nos productions, c'est une manière de prendre la parole et de prendre d'oser dire des trucs et voilà. Et tu le vis de la même façon dans ta pratique personnelle ? Oui, moi ça m'a pris du temps pour assumer être artiste, en plus en faisant de la sculpture, qui est quelque chose de très masculin en fait, parce que tout de suite c'est l'image de porter des choses lourdes, d'avoir d'ériger quelque chose. Il y a cette notion de direction dans la sculpture que je combats dans ma manière de faire de la sculpture, qui au contraire va quelque chose de fluide, en faisant couler les matériaux, mais qui après, je pense pas que ce soit une esthétique féminine, tu vois, c'est pas ça que je cherche. Je veux pas faire de la sculpture où on se dit en la voyant, ah c'est une femme qui l'a fait. Juste rien que le fait de faire, en fait, rien qu'en soi, je trouve que c'est déjà un acte, en fait, féministe. Et Charlotte, toi, en tant que plasticienne, tu vis ça de la même façon ? Oui, moi, je pense que le féminisme, moi, je l'ai vécu d'abord dans un contexte plus intime, plus au niveau familial, relationnel, plus que professionnel. Et en ce qui a trait plus au-delà du contexte social et éthique, c'est aussi quelque chose de très psychologique pour moi, la perception de soi et s'entraider entre femmes, une espèce de solidarité psychologique. Et voilà. Ouais. Je rejoins toutes vos valeurs en tout cas, mais c'est dur comme question parce que je sais pas si t'as vu, on est toutes hésitantes à parler de ça et à donner une définition du féminisme. Et je pense qu'au final, c'est un peu ça, c'est dépasser cette gêne à être une femme et être accablée par le patriarcat, par des codes sociétaux. Peut-être que c'est ça, au final, c'est avoir le féminisme, c'est prendre sa position et connaître son pouvoir en tant que femme dans notre société. Pour moi, c'est ça. C'est la lutte, quoi. Ouais, mais qui est un pouvoir égal à celui des hommes. Ouais. Et du coup, j'en reviens, ça me fait penser à ça, à donc, votre collectif Fémiction, et au fait que vous êtes non inclusive. Comment est-ce que ça a été reçu, ça,
lorsque vous avez proposé une programmation exclusivement féminine dans le milieu artistique? Ça a été plutôt bien reçu. Enfin, honnêtement, on n'a pas reçu d'insultes, de remarques, de critiques. Je pense que nous-mêmes, ça a été assez... pour ma part, en cherchant des futures collaboratrices, je me suis rendu compte qu'en fait, dans les artistes que je suivais sur Instagram ou que je connaissais personnellement, etc., en fait, finalement, il y avait pas mal de mecs, il n'y avait pas beaucoup de filles qui se mettaient en avant. Et donc, en fait, autant on n'a pas du tout été critiqué, autant ça n'a pas été si simple. Voilà. De nous-mêmes, ouais, c'était pas simple. Ouais. Enfin, on s'est tout dit... parce que du coup, on fonctionne par appel à projet, où on invite des copines à participer à notre fanzine. Et on a toutes eu on s'est toutes fait cette réflexion de « Ah, j'aurais trop envie d'inviter lui !» Et en fait, c'était des mecs, tu vois. Parce que je pense qu'ils ont déjà une visibilité, et puis après, on aime ce qu'ils font. Mais juste de se retenir, en fait, aussi et d'aller chercher plus loin, et d'aller chercher peut-être des meufs qui avaient jamais été publiées ou qui avaient jamais sorti leur dessin, c'était aussi une épreuve en soi, quoi, pour nous-mêmes, quoi. Ouais. Puis c'était une réponse aussi à pour moi des lieux culturels, par exemple, ou alors en fait n'importe où dans la culture, les hommes sont surreprésentés, je pense. Pour pas citer un musée pas loin du canal spécialisé en street art et tout ça, où il y a que des mecs, en fait. J'ai déjà fait le compte, t'as 1/10 de nanas qui sont exposées, et on est dans de l'image très graphique, et qui pour moi est quand même pas très éloignée de la micro-édition. On a des trucs très graphiques, très moderne, très BD. Ils ont fait une expo sur le comics d'ailleurs, etc. Et là, ça se présente comme une évidence, en fait, de juste un peu dire stop et de prendre notre place. Même si c'est un sacrifice aussi pour nous, parce que j'ai plein d'artistes masculins qu'on adore. Mais voilà. Oui, puis ce que je voulais ajouter, c'est que, en fait, donc Fémiction, c'est un fanzine, et le milieu du fanzine, c'est un milieu extrêmement masculin, et il y a énormément de fanzines qui sont uniquement masculins, et ça ne choque personne. Du coup, même si on a pu nous faire des réflexions, cet argument-là a été très percutant. C'est qu'en fait, finalement, pourquoi est-ce que ça choquerait qu'on fasse un fanzine que de filles, alors qu'il y a des tas de fanzines où c'est que des mecs qui le font? Donc finalement, oui, pardon. Non, peut-être parce que c'est quelque chose de conscient, de conscientisé en tout cas. Oui, chez nous, ça l'est. Ça l'est. Mm-mm. Mais je pense que pour certains fanzines, ça l'est aussi d'être que des mecs entre couilles, genre de se faire son petit truc, entre copains. Nous, c'est c'est des copines. Ouais. Entre vulves. Et Charlotte Lalo tout à l'heure parlait de réflexions qu'elle avait pu avoir justement au quotidien dans son travail. Est-ce que vous, toutes, en tant qu'artiste plasticienne ou prof, Morgane par exemple, vous avez pu avoir parce que des réflexions de ce type-là? Parce que là, vous vous en excluez du coup avec Fémiction, c'est une bonne façon de le faire. Mais au-delà du collectif, comment ça se passe? Je sais pas si je réponds à ta question précisément. Mais vas-y. Mais au sein d'une classe, moi, ce que j'observe principalement, c'est que ceux qui prennent le plus de place, c'est les mecs, c'est clair, c'est évident. Et je sais pas qu'ils sont mieux, moins bien, peu importe. Enfin, en fait, tout chaque élève a la même valeur. Mais c'est juste que les gamins, on sent qu'ils ont, je sais pas, c'est naturel en fait. Ils prennent de la place, ils s'expriment, et c'est génial en fait, parce que du coup, ils ont plein de choses à dire. Et souvent, les filles sont éteintes. Et ça, du coup, j'essaye, par des petites actions, quand je pose une question en classe, de me donner la parole aux filles. Mais elles ont, même au niveau gestuel, elles ont une petite voix. Non. C'est pour ça que du coup, à un moment, je passe par une espèce j'impose un peu la parole pour leur donner, mais je sais pas si c'est la bonne solution.
Ouais, j'aimerais partager, même si j'enseigne que 3 heures par semaine des cours d'art plastique dans un lycée. En fait, ce que j'ai remarqué, ça dépend assez fort. Finalement, j'ai des élèves filles qui prennent autant de place, si pas plus, que les garçons. Donc j'ai l'impression quand même qu'il y en a aussi qui s'affirment assez bien. Et aussi, j'ai une petite anecdote. Parce que donc, du coup, je donne 3 heures d'art plastique et puis je les surveille à l'école des devoirs. En fait, c'est une école où ils font leurs devoirs à l'école. Et donc, à un moment, je me souviens, c'était les 5e et ils devaient faire un travail sur le féminisme. Donc, c'est déjà pas mal. Enfin, voilà, ils devaient faire ça en français. Et alors, ils me disent, oh, madame, il y avait une majorité de garçons dans la classe. Mais on n'a vraiment pas envie de faire ce travail sur le féminisme, ça nous gonfle. Il dit, et vous, est-ce que vous êtes féministe ? Alors je dis, bah oui, je suis féministe. Et alors il me demande pourquoi. Et j'ai réfléchi assez longtemps, parce que bon, on est quand même devant une classe d'élèves de 16, 17 ans, 18 ans. Et à un moment, j'ai dit, mais assez naturellement, en fait, je pense que je suis féministe parce que quand, par exemple, un mec à l'école, il sort avec plein de filles, il a plein de succès et tout ça, vous dites que voilà, ah bah ouais, c'est un tombeur, machin et tout. Et je dis, si une fille sort avec plein de mecs et tout, qu'est-ce que vous dites ? Ah bah c'est une pute. Et là en fait j'ai ri et ils ont ri en même temps parce qu'ils ont compris et je pense que c'était assez cru mais c'était pas mal de le dire comme ça. Bah ouais, complètement. Mais tu voulais parler, Charlotte ? Oui, justement, par rapport à ce que tu racontes, Émilie, moi j'ai l'impression que dans mon vécu, quand j'utilise le mot féministe ou féminisme, il y a quand même une sorte de tabou. En fait, c'est un mot, c'est un mot sale, c'est un gros mot. Donc quand je parle de ça, on me regarde comme si j'allais me mettre à hurler. Je pourrais le faire après, oui. C'est ça, de toute façon, si je veux faire entendre ma voix, que je sois fâchée ou hystérique ou calme, en fait j'ai le droit de la faire entendre, mais il y a vraiment... Ce mot a l'air de poser problème. Et je ne sais pas si vous avez eu la même expérience que moi. Si, oui, c'est un mot qui fait peur. Et ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps avec un copain où on parlait de féminisme. Et je voyais qu'il était, il était un peu quoi, comment ça tu vas me crier dessus. Et je disais, mais non, mais pourquoi ça te fait peur ? Dis-moi. Et il me dit, mais parce que du coup, vous voulez faire comme s'il n'y avait pas de différence entre les hommes et les femmes. Et après, je lui dis, mais si, il y a des différences, c'est vrai, on n'est pas foutus pareil, enfin, c'est évident, mais on est des êtres humains, on a des droits, enfin, on aimerait avoir les mêmes droits que vous, quoi. Et même si officiellement on les a, dans les faits, non. Rien que le fait que les femmes soient moins payées, et ça, c'est tout le monde le sait, c'est pas normal, c'est pas du tout normal. Et là, du coup, il dit, ah oui, c'est vrai, donc c'est ça. Je dis, bah oui, c'est ça, être féministe, c'est pas vouloir tuer les hommes, c'est pas. Mais c'est vrai que. Mais alors, ça, c'est un amalgame. Être féministe, donc c'est militer pour vous toutes ? En fait, personnellement, c'est un peu plus complexe que ça, je trouve, parce que c'est la question du genre. C'est une question qui est assez récente. Et donc, pendant des années, justement, quand je vois, par exemple, ma grand-mère ou nos mères, enfin, ma mère et celle de mes amis de ma génération, c'est des femmes que j'admire dans plein de choses dans leur vie, même si elles ont une autre idée de la femme que moi, je me fais. Et en fait, j'ai énormément d'amour par rapport à ça. Et aussi, je me suis rendu compte que par moments, quand j'étais plus jeune, j'avais ce côté où j'ai pu être parfois blessée par des remarques ou des écrivains que j'aimais bien, où je voyais en fait ce qu'ils disaient des femmes. Mais quand on recontextualise en fait les événements, on se rend compte qu'en fait c'est des siècles de patriarcat. Et finalement, quand je vois la situation aujourd'hui, je dis pas que c'est parfait, loin de là, mais je trouve quand même que, pas dans tous les milieux, mais dans certains milieux, par exemple, peut-être c'est un peu dommage parfois parce que c'est un milieu peut-être un peu plus intellectuel et plus jeune, mais il y a quand même pas mal de changements qui s'opèrent. Je peux observer ça aussi dans les hommes avec qui je peux parler. Et donc je trouve qu'il y a aussi un côté rassurant et quelque chose qui me met aussi en paix, dans le sens que j'ai pas envie de trouver ça comme une injustice, puisque moi-même,
il y a des moments où je me suis rendu compte dans ma vie que j'avais vraiment des pensées machistes, alors que j'étais une femme et que j'étais féministe. Et donc je me suis dit, forcément, en fait, c'est des siècles d'habitude et on les change avec du temps, mais c'est normal que ça reste encore et qu'il faut justement toujours les remettre et les re-questionner. Voilà. Ouais, je voulais rebondir. Je suis hyper d'accord sur ce que tu disais par rapport à ta famille, où moi aussi j'ai eu l'impression que d'avoir des prises de conscience féministes avait modifié ma manière d'appréhender mes aînés, la vision de la famille en soi, de se rendre compte aussi de la place de chaque membre de ta famille, que ma grand-mère était ultra au foyer, par exemple, qu'il y avait ce truc de l'homme va travailler, la femme reste à la maison, et des trucs que pourtant je voyais quand j'étais petite, et juste en se rendant compte de ça changeait énormément ma perception, et du coup je pense qu'à un moment, et il y a tout récemment, ça a un peu fait une espèce de montée un peu de colère aussi, de se rendre compte de ça, que c'était des siècles et des siècles d'acquisition de ces statuts qui n'avaient pas bougé. Et je pense à ma grand-mère qui était hyper femme forte, qui tenait vraiment un grand rôle dans le cercle familial, et qui pourtant était carrément dans ce schéma patriarcal. Donc c'est intéressant cette question de se dire quel était son rôle, est-ce qu'elle était féministe d'un côté en même temps parce qu'elle a du pouvoir en fait dans le cercle familial, c'est ultra pour moi je sais que ça m'a beaucoup chamboulée et que ça m'a beaucoup fait poser beaucoup de questions en tout cas. Ça c'est un mythe un peu connu, on dit d'ailleurs qui porte la culotte, blablabla. Je trouve ça dommage en fait parce que c'est souvent dans la sphère privée que la femme on se rend compte, il y a une espèce de truc comme ça avec la sphère privée où la femme a énormément de place, de responsabilité, de pouvoir de décision, etc. Après quand on est dans la sphère publique c'est complètement autre chose quoi. Ouais. Et on parlait tout à l'heure, c'était pas encore commencé, mais on parlait tout à l'heure des métiers où les hommes occupent des places un peu de pouvoir. Par exemple, dans la plupart des foyers, je dis bien la plupart parce qu'il y a vraiment des exceptions, c'est la femme qui fait à manger le soir. C'est la femme qui prépare les tartines le matin, c'est la femme qui s'occupe d'être là, de prendre congé le mercredi après-midi pour nourrir les enfants qu'on finit plus tôt, etc. Et à côté de ça, c'est les hommes qui sont chefs dans les cuisines, dans les restaurants. Donc il y a une espèce de truc où je suis pas sûre, je comprends tout à fait ce que tu veux dire parce que je vois tout à fait la même chose avec ma grand-mère qui était ultra féministe et qui pourtant faisait tout pour mon grand-père à l'époque. Mais après voilà, c'est dans la sphère privée, l'homme veut bien céder un peu le pouvoir. En fait, parce que du coup, ça lui fait moins de responsabilité. J'ai même pas l'impression que c'est une cession de pouvoir, c'est juste que c'est comme ça, quoi. C'était comme ça, ça l'est toujours encore. Mais... Ok. Non, t'inquiète. Mais... Ouais, est-ce que c'est vraiment une cession de pouvoir ? C'est la définition de pouvoir, en fait. Est-ce que parce que tu gères ton foyer, t'as du pouvoir ? Ou est-ce que parce que t'éduques des petits mecs, t'as du pouvoir ? Je sais pas, c'est ça aussi. Ouais, je trouve ça intéressant, cette question de sphère privée, de sphère intime et de sphère publique. Parce que, en fait, finalement, c'est vrai aussi que, par exemple, au cours de l'histoire, moi j'ai appris très tard qu'il y avait il y avait eu des femmes peintres à l'époque de la Renaissance, comme Artemisia Gentileschi ou les sœurs Sophonisba, qui étaient toujours en fait des femmes qui avaient eu la chance, entre guillemets, d'avoir un père qui leur a appris à peindre ou qui leur a appris un enseignement qu'on ne donnait pas aux femmes à l'époque. Ou Judith Leyster en Hollande. Et en fait, c'est des femmes qui ont eu énormément de succès de leur vivant comme artistes. Donc elles travaillaient dans des cours et tout ça, elles étaient très reconnues. Évidemment, c'était compliqué aussi à l'époque parce qu'il fallait passer par un mari pour être payé des commandes, mais elles arrivaient quand même à le faire.
Et c'est vrai que l'histoire de l'art et en fait, toute l'histoire a oublié en fait ces femmes-là. Et ce qui est assez beau aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ont travaillé justement à les faire redécouvrir. Il y a des expositions qui leur sont, qui se leur sont dédiées. Et c'est vrai que ça, c'est quand même quelque chose. Donc Laureline boit un petit coup. Et du coup, moi j'avais une question, Émilie. Je me demandais en fait si ces femmes peintres dont tu parlais, elles avaient le droit de peindre des modèles masculins en fait. Oui, en fait, elles attendez, je me rappelle des peintures là. Elles l'ont fait, mais là dans les peintures que je connais, c'est pas vraiment des nus quoi. Hein, c'est pas. Ouais, c'est ça. Mais à l'époque, les hommes n'avaient pas le droit d'avoir des modèles féminins qui venaient poser à l'atelier non plus, parce que c'était réprouvé. Ouais, donc c'était très compliqué. C'est pour ça aussi qu'il y a des femmes qui ont des corps un peu masculins. Et d'ailleurs, Artemisia Gentileschi, elle a eu tout un. En fait, elle a été en procès parce que son père, donc, était un artiste reconnu, avait un ami qui l'a violée. Et elle a porté plainte. Et à l'époque, à la question, en fait, on les torturait, les victimes qui portaient plainte. Donc, on leur mettait un espèce de truc sur le petit doigt, et on appuyait. Et en fait, si sous la douleur, tu continuais à dire que c'était la vérité, du coup, elle ne pouvait plus peindre pendant quelques temps après. Mais elle a tenu bon. Et elle a été aussi connue pour cette histoire-là. Et donc, c'est en Italie. À la fin, elle a vécu... elle a travaillé pour la cour d'Espagne et tout ça. Et, donc, et en fait, elle avait plein de frères. Mais des frères Gentileschi, c'était celle qui était la plus douée. Mais donc, elle était connue de son vivant. De son vivant, elle est très connue, oui. Mais c'était aussi incroyable parce que c'était une femme peinte. Donc, du coup, c'était un peu une rareté, tu vois, un peu comme un animal de foire. Hein. Enfin, pas un animal de foire parce qu'elle était quand même... mais oui, elle avait une aura, mais par exemple, les sœurs Sophonisba ou Judith Leyster en Hollande, elles étaient très connues aussi, elles avaient des commandes partout. Et d'ailleurs, on a Judith Leyster, je pense qu'il y a des peintures à elle, on les a prises pour des peintures de Franz Hals, et puis après, on a découvert qu'en fait, c'était les siennes. Voilà, question un peu stupide, du coup, dans ce que tu dis, j'ai l'impression qu'en fait, l'aura dont tu parles a été un petit peu effacée par la suite dans l'histoire de l'art. Oui, en fait, si on veut, comme c'était tellement rare d'avoir des femmes peintres, oui, il y avait une dépréciation de leur travail, ou en tout cas, on l'attribuait à des hommes, parce c'est aussi une question d'habitude, hein, simplement. C'est intéressant ce que tu dis par rapport à la place de la femme artiste, en tout cas à l'époque. Moi, dans la sphère musicale, avant de travailler dans un centre culturel, je travaillais dans le monde de la musique classique. J'ai participé à une production qui s'articulait autour de la femme compositrice Fanny Mendelssohn, qui a toujours été connue comme la sœur de. Et ça m'a fait réfléchir à des choses beaucoup plus actuelles. Aujourd'hui, quand je lis la presse, je vois une femme Premier ministre. Mais elle s'appelle comment, cette femme ? Ou alors une femme victime d'un viol. La façon dont on parle des femmes artistes, des femmes politiques, des femmes engagées, c'est soit la meuf de quelqu'un, la sœur de quelqu'un, ou juste une femme, où c'est génial qu'elle soit arrivée là parce qu'elle est une femme. Mais leur identité, en fait, elle n'est pas montrée au premier plan. Et du coup... si je reviens à Fanny Mendelssohn, je me dis trop bien, elle était connue de son vivant, même si elle a vécu une vie de merde, qu'elle est morte vraiment toute seule dans son petit coin. Elle était connue pourquoi ? Parce qu'en fait, c'était la sœur de quelqu'un de connu, et parce qu'elle faisait aussi partie d'une classe sociale qui, pour l'époque, était aisée. Et donc, je me suis posé la question, et je n'ai pas la réponse. Est-ce que les femmes qu'on connaît à travers l'histoire, de par leurs pratiques, leurs écrits, je cible plutôt 18e, 19e siècle. Ça, c'était pas juste parce qu'elles étaient riches ou aisées ou aristocrates. Bonne question. Donc, moi, je voulais juste rebondir par rapport à cette histoire de rareté. Et je pense qu'en fait, c'est une manière de déprécier les autres femmes. Que c'est une façon de, en mettant en exergue cette rareté, de dire oui, il y en a une qui arrive, une sur 1 millier, parce qu'en fait, toutes les autres n'en sont pas capables. Ouais. C'est encore une manière... l'histoire de l'art, l'histoire est toujours écrite par les gagnants. Et
l'histoire de l'art, les gagnants, c'est les hommes. Et du coup, mettre de temps en temps, dire, ah oui, il y a eu... Mais alors après, c'est très très bien d'en parler. Hein. Je pense que... Et puis c'était hyper intéressant ce que tu racontais sur cette femme peintre. Et il faut continuer à raconter, parce que justement, c'est pas tellement une rareté, en fait. C'est juste qu'elles sont oubliées, ou elles sont pas montrées, ou ce genre de choses. Et je voulais aussi rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à ce que tu avais pu lire dans des écrits sur les femmes. Et je me demandais si vous aviez aussi ressenti ça. C'est qu'en fait, en lisant des trucs sur les femmes, en fait, souvent, je me suis pas reconnue. Mais sans en avoir conscience. Par exemple, en lisant, je sais pas, on va dire Nietzsche et le surhomme, complètement à reconnaître des trucs où il parlait des hommes, à être genre ah ouais putain trop bien machin, et quand il parlait des femmes à complètement passer à côté, à être là genre oh ça parle pas de moi, non mais à me dire que ça ne parle pas de moi, tu vois. Et du coup j'interroge, c'est peut-être parce que c'est un homme qui parle. Oui aussi peut-être ouais. Mais tu sais ce truc de se rendre compte sur le tard de ah oui mais en fait je suis une femme et donc je suis en fait inclus dans cette catégorie. Et ça en fait c'est quelque chose que moi j'ai conscientisé tard. Parce que je me considérais juste comme une personne à égalité avec les hommes, et c'est beaucoup plus tard dans la vie quotidienne on se rend compte que ah bah non en fait, que dans le regard, le premier regard, on va me mettre femme quoi, pas artiste ou non femme, et voilà. Puis comme vous disiez, femme qui correspond à des siècles d'histoire et de dépréciation. Moi par exemple ça me fait penser à Une vie de Maupassant, ce que tu dis, où la femme dans ce bouquin ne sert à rien, et je me demandais à l'époque quel était son rôle en tant que personnage, et j'ai un peu l'impression justement que c'est pour ça que je te posais la question, est-ce que finalement son aura a été atténuée d'une façon ou d'une autre. J'ai quand même l'impression qu'on a essayé, pour rejoindre ce que tu disais Laureline, d'atténuer profondément la place des femmes qui n'étaient pas si rares finalement dans les faits historiques. Après, ce qui s'est passé pour moi, tu vois, pardon, merci. Ce qui s'est passé pour moi, c'est du coup de jamais m'être projetée dans les images de femmes, mais toujours dans les images d'hommes. Oui, c'est ça. Et ouais. Moi, ça me fait penser à comme toute, comme pour la sexualité, où en fait, on a un désir de représentation en tant que femme lesbienne. Moi j'ai un désir de voir des personnages lesbiens, aussi bien dans des écrits qu'en film ou quoi, et donc ça s'ajoute en plus au désir de voir des personnages féminins. Donc c'est moi ça me fait penser à ça, ce que tu dis en tout cas, un désir de projection, d'appartenance, de lire quelque chose et se dire je m'attache à ce personnage, ou qu'il soit fictif ou pas quoi, que j'ai l'impression d'avoir le même vécu, ou de ressembler à cette personne quoi. Et moi j'ai fait des études en philosophie aussi entre autres, et dans ce milieu-là c'est vraiment dégueulasse genre, par rapport aux femmes. Et justement, dès qu'il y avait une femme qui intervenait dans nos cours, pardon, elle était systématiquement qualifiée de féministe. Mais dès qu'on parlait d'épistémologie, d'ontologie, etc., c'était juste des hommes. Et justement, ça revient un peu au fait que le mot féministe est tellement lourd, est tellement connoté, tellement lourd de sens. Et moi, en tant que femme, et j'étais parfois la seule dans mes cours à être une femme, il fallait que je me calque à la mentalité très masculine, ou à l'esprit hyper rationnel, hyper logique, pour juste pour pratiquer en philosophie, pour faire mes cours. Et il fallait que des fois je me censurais par rapport à ce genre de mots, émotion, féminisme. Je pouvais jamais utiliser ces mots-là, sinon j'étais disqualifiée du débat, mais automatiquement. Genre. Tu vois, même finalement d'accoler émotion à féminisme, Ouais. je trouve que c'est quand même très porteur de sens. Pour moi, ça signifie deux choses. Un mâle ne peut pas avoir d'émotion ou être dans l'émotionnel, Ouais. et au contraire, une femme, du coup, n'utilisera pas la partie gauche de son cerveau, sera hystérique. Ouais. C'est quand même très parlant. Ouais. Mais c'est... Ouais. Et... Ouais. Tu as fait tes études de philosophie où ? Au Canada.
qui pourtant est quand même, enfin en tout cas en tant qu'Européens, pour moi c'est une connotation un petit peu plus ouverte que sûrement stupidement, hein, mais que. Non, c'est vrai qu'on a cette image-là du Canada. Ouverte par rapport à ça. Ouais. Ah oui. Ouais, mais j'ai l'impression que justement, là, la philosophie analytique qui est très. Ouais, dans un sens importante. pragmatique. Et ben non, mais justement, c'est très dans la logique pure et donc très déconnecté de tout contexte social ou immédiat ou des valeurs, je sais pas, plus humaines. C'est presque mathématique. Et donc, il n'y a pas. C'est ça. Mais donc, il se base sur quelle. Enfin, j'y connais rien du coup en philosophie, mais il se base sur quelles données du coup pour partir du principe que donc forcément une analyse masculine est plus pragmatique ou... Oui, ben c'est même pas dit comme ça explicitement, c'est vraiment c'est par rapport au nombre de textes qu'on lisait d'hommes par rapport aux femmes, puis après on avait un cours et ça s'appelait le cours féministe et là il y avait 3 femmes. Mais sinon tout le reste c'était des hommes. Il y avait Longino, mais c'était en philosophie de la biologie donc. À Montréal, ouais. Puis mais après aussi je sais pas, je pense que je viens d'une autre école de pensée féministe entre guillemets. Genre moi j'ai grandi dans un milieu très carriériste et ma mère aussi est extrêmement carriériste et elle m'a toujours dit il faut que justement tu te calques au modèle de pensée des hommes pour pouvoir avancer plus loin qu'eux et après détourner. Donc en gros plie-toi puis après sur un plus long terme là tu vas gagner entre guillemets. Mais donc vous avez l'impression de vivre dans un monde qui a été pensé par les hommes. Oui. Bah oui. Ouais. En quoi, enfin, sûrement une question un peu naïve, mais en quoi, du coup, ça serait différent s'il avait été pensé par les femmes ? Oh là là, vaste question, mais... Il faudrait que ça arrive pour qu'on le sache, quoi. Tu penses que ce serait très différent ? J'en sais rien. Il y aurait peut-être déjà beaucoup moins de personnes sur Terre parce qu'il y aurait moins de natalité, vu qu'on se serait vite rendu compte qu'on n'a aucune envie d'être mère. Ouais, et les tampons seraient gratuits, surtout, je pense. Ouais, je pense que genre toutes les serviettes hygiéniques et tout, ce serait gratuit. Et on aurait plus mal pendant nos règles aussi. Je pense qu'il y aurait eu un gros progrès scientifique sur la contraception, sur l'endométriose. Et je pense que niveau médecine, on serait hyper bien, hyper mieux en fait. Je suis quasi sûre. Ouais. En fait, moi, je pense que ça pourrait être tout l'inverse. Donc, une dystopie. En fait, imaginons que justement, souvent, moi, ce qui me choque quand on parle d'avortement, c'est qu'on stigmatise les femmes qui avortent. Ce qu'on parle jamais, c'est pourquoi les femmes avortent. Pourquoi est-ce qu'elles avortent ? C'est parce que c'est compliqué d'être une femme, d'être seule, d'avoir un enfant. Et il n'y a pas grand monde qui prenne en charge cela. D'ailleurs, il y avait un film, mais je me souviens plus du nom maintenant. Mais c'est des faits réels qui s'étaient passés en Angleterre. À ce moment-là, les femmes mères avaient une sécurité sociale, elles avaient une maison et tout. Et il y avait des adolescentes au lycée, au collège, qui avaient fait un peu une bêtise, mais elles s'étaient fait mettre enceinte à 16 ans pour avoir ses aides sociales, avoir une maison, être... Donc je pense que peut-être, si le monde était fait par les femmes, il y aurait des milliards d'enfants. et qu'en fait, la natalité, la femme-mère, et même si on ne sait pas toujours qui est le père, eh bien ce serait moins grave, mais ce serait aussi, c'est une question d'argent, parce que souvent, si on veut savoir de qui vient l'enfant, c'est parce que c'est l'homme qui a l'argent, et donc on n'a pas envie de le donner à un enfant illégitime qui ne vient pas du même père. Donc, du coup, voilà, si les femmes avaient l'argent, je pense que... Et le pouvoir, je pense qu'il y aurait plein d'enfants. Ouais, c'est une bonne théorie. Hein. Ouais. Incroyable. Ouais, peut-être pour en revenir du coup à des questions plus liées à vous. Au quotidien, vous avez des exemples de... Parce qu'on parle beaucoup depuis tout à l'heure de tout ce qui peut... comment on a avili les femmes et leur rôle.
Vous, au quotidien, comment ça, vous l'avez vécu? Est-ce que vous avez des expériences agréables ou désagréables, au contraire? Je sais pas. Dans votre travail, par exemple. J'ai pas d'expérience en particulier, je pense. Par contre, j'ai un constat. J'en parlais tout à l'heure. Que je me suis fait il y a pas longtemps. Alors, moi, je suis graphiste. Il y a beaucoup de collectifs de graphistes. Et l'autre fois, j'en parlais avec des potes et on se disait, putain, mais c'est vrai, quand tu cites des noms de collectifs, c'est toujours Enfin, je peux te citer beaucoup plus de bandes de mecs connus, enfin qui réussissent en tout cas. Et pourtant, c'est genre une situation, enfin c'est difficile quoi. Mais ouais, je peux citer majoritairement des groupes de mecs qui sont genre 2 ou 3 ou et puis pas souvent mixtes, que ouais, des petites bandes de mecs, et puis ça marche pour eux, quoi, tu vois. Alors que souvent, t'es une meuf, t'es toute seule, tu sors des études, et ben tu vas galérer un peu, quoi. Et par contre, j'ai du mal à citer des groupes de meufs hyper fortes qui s'en sortent bien. Et voilà, c'est juste un constat. Et un autre aussi, qui va de pair, je pense, c'est que je me suis fait aussi la réflexion que la majorité de mes commanditaires étaient des hommes. Donc, soit pour des institutions, soit, je sais pas, oui, généralement des institutions. Et ben, j'ai toujours en face de moi, j'ai toujours un homme, en fait. Un homme cisgenre, de... blanc, 40, 50 ans, qui gère sa boîte, voilà. Après, des mecs hyper sympas et compréhensifs ou quoi, mais c'est tout. Généralement, j'ai pas eu beaucoup de commandes de meufs, quoi. Ou alors, c'était auto-initié, plutôt. Et donc, voilà, c'est un constat. C'est genre juste ça qui m'a fait tilter, quand même, et je trouve que c'est important. Bah oui, mais est-ce que cette question de parité, du coup, se ressent aussi, par exemple, dans le métier de l'enseignement ? Oui, alors dans l'enseignement, c'est particulier parce que donc il y a l'enseignement maternel, on va le scissionner en fait. Il y a l'enseignement maternel, primaire, secondaire et supérieur, les hautes écoles et les universités. En fait, dans l'enseignement primaire et maternel, on retrouve principalement des femmes. Il y avait un super podcast sur France Culture qui parlait de l'enseignement et avec le prisme de la féminisme et tout ça, qui en parle si vous voulez plus de détails. Mais en tout cas, dans l'enseignement maternel et primaire, on a principalement des femmes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'enseignement, c'est un travail qui a les mêmes horaires que les enfants. Et donc, en fait, quand tu es prof, et tu peux déjà mettre tes enfants dans ton école. Déjà, tu peux les avoir carrément au même endroit. Mais en plus, tu peux finir à 15h20, aller chercher ton gamin, t'occuper de ses devoirs tout l'après-midi, etc. Et donc, en fait, comme le rôle de femme, le rôle de mère, je m'embrouille. Le rôle de parent, piégé. Le rôle de celui qui s'occupe des enfants au quotidien, c'est souvent associé à la mère. Ben, en fait, on retrouve souvent des femmes à ces postes-là. Après, pour ce qui s'agit de l'enseignement secondaire, pour moi, au quotidien, sur le terrain, je vois une parité. Donc j'avoue, j'ai rien à dire par rapport à l'enseignement secondaire. Où, franchement, dans mon école et dans toutes les écoles où j'ai été, c'était mi-homme, mi-femme, pas de problème. Peu importe la matière d'ailleurs. Mais par contre, là où il y a une énorme différence, c'est que dans l'enseignement supérieur, dans les hautes écoles et les universités, c'est des hommes principalement qui sont à la tête des options, des facultés, etc. Et donc à partir du moment où, on va revenir avec de nouveau ce mot infernal, pouvoir, à partir du moment où il y a un poste de pouvoir dans une université, un poste qui est également beaucoup mieux payé, parce qu'il ne faut pas se leurrer, tu es beaucoup mieux payé à l'UNIF que si tu donnes cours à des gamins de 3 ans en maternelle. Ouais, effectivement, là, dès qu'il s'agit d'avoir plus de blé, plus de pouvoir,
plus de prestige, c'est des hommes à la tête, c'est des hommes qui sont profs. Quand il s'agit de, je vais le dire très vulgairement, de torcher le cul des gamins de 3 ans et de leur apprendre à faire de la pâte à modeler et des mains en peinture, alors là on a des femmes qui occupent ces postes-là. Aussi parce que les postes à l'université, les horaires ont rien à voir avec les horaires des enfants. Donc t'as cours le samedi, t'as cours le soir, t'as cours l'après-midi, le matin. C'est un peu, voilà, c'est variable. Donc l'enseignement, c'est très particulier à ce niveau-là parce que c'est de nouveau à l'image d'une inégalité où la femme se sacrifie pour sa famille, avec plaisir. Hein. Je dis pas que c'est un sacrifice forcément, c'est pas une torture, mais voilà. Oui, enfin voilà. Je veux pas dire que c'est un sacrifice complètement volontaire. Est-ce que tu crois du coup que ça, aujourd'hui, ça pose des questions aux femmes sur le fait d'avoir des enfants ? Bah oui, je pense que alors, enfin, moi en tout cas, j'ai pendant ma jeunesse entre guillemets, donc vers ma début de vingtaine, j'ai énormément voulu un enfant. Et en fait, plus j'avance, plus je suis féministe, plus j'ai envie d'atteindre mes buts et mes objectifs. Et moins j'ai envie d'un enfant, et plus je me dis, en fait, non. Et puis, je suis désolée, mais les hommes que j'ai côtoyés, ils sont pour la plupart complètement immatures. Et je vois absolument pas comment je pourrais avoir un enfant avec quelqu'un qui sait même pas laver une couette et un drap de dessous, quoi. Donc, voilà. Donc, non, mais... Et d'ailleurs, dans le dernier épisode des couilles sur la table, on parlait de ce truc-là, que l'intervenante, qui est Maya Mats, je sais plus quoi, disait qu'elle ne comprenait pas ces femmes qui étaient excitées par des hommes intéressés, on va dire, excitées par des hommes qui sont en fait des enfants parce qu'ils sont incapables de se prendre en charge. Donc pour moi, la plupart des hommes ne savent pas se prendre en charge. Et désolée si je suis un peu violente. Et donc je ne vois absolument pas avoir une responsabilité d'un enfant sur les bras comme ça, quoi. Je pense que c'est aussi l'expérience de chacun, parce que moi j'ai souvent eu plus l'impression d'avoir eu le rôle de l'enfant et d'avoir eu des hommes qui qui étaient plus raisonnables, ou qui prenaient les choses plus en main, qui étaient... Donc, je crois que c'est aussi un truc de personnalité. Voilà. Oui, non, c'est intéressant. Ça veut dire que rien ne qualifie le genre, finalement. Voilà. Mais du coup, là, je m'intéresse plutôt aux plasticiennes. Donc, on parle quand même de rythme, de travail et de la place des hommes par rapport à ce rythme. Est-ce que, en tant qu'artiste, vous avez quand même des journées de travail qui ne correspondent pas à un travail lambda, on va dire ? Est-ce que vous avez l'impression que du coup, le fait que ce rythme soit différent, il y a autant d'hommes que de femmes, ou ça n'a aucun rapport ? Je pense que c'est aussi au niveau de la demande. Alors, travailler dans le milieu de l'art contemporain, les collectionneurs sont... moi, tous les collectionneurs que j'ai rencontrés, c'est des hommes. Et donc, j'ai l'impression que ça impose un certain type de demande. Et après, moi, en tant qu'artiste, je sais pas si je correspondrais à ces demandes-là, qui sont souvent plus, je sais pas, axées sur le conceptuel, ou je sais pas, l'art brut, tout ça. Et alors que moi, c'est plus, je travaille plus avec l'ornement et des trucs comme ça. Et ça, c'est vraiment pas, je sais pas, c'est encore une fois disqualifié un peu du registre de ce qui est à la mode et ce que les gens sont prêts à payer pour. Ces hommes sont prêts à payer pour. Donc, je pense que pouvoir rime avec capital. Et donc, ouais. Tu as des pratiques qui sont essentiellement considérées comme féminines ? Je pense que oui, parce que aussi, moi, j'utilise l'artisanat aussi dans mon travail. Et ça, je me suis toujours fait catégoriser comme étant... ça, c'est pour les femmes. Et donc, t'es en dialogue avec je sais pas, l'histoire de l'art de femmes qui font ça. Et pas, je sais pas, on me met dans un registre qui est comme féministe, juste parce que genre, je tisse des trucs. Mais féministe ou féminin ? Les deux. Parce que c'est ça le problème, c'est que dès que c'est féminin, on assume que c'est féministe aussi. Ouais. Moi, c'est un peu une critique qui me fait bondir, ça, c'est genre, c'est très féminin. Ouais. Ça veut rien dire, en fait. Ouais. C'est... je sais pas si ça veut rien dire,
Je pense que... Du coup, ça me fait penser à ce que tu disais, Laureline, au tout début, que toi, tu as une pratique qui est, je dis bien, considérée comme très masculine, la sculpture, tout ça, mais que tu avais fait en sorte de la détourner pour sortir un petit peu de ce carcan, mais que malgré tout, moi j'ai vu tes sculptures, c'est impossible de catégoriser homme ou femme quand on les voit. Tant mieux. Non, mais tant mieux, parce que j'ai pas envie de faire un art féminin. J'ai pas envie qu'on se dise ah, c'est une femme qui l'a fait ou ah, c'est un homme qui l'a fait. Juste, je fais des sculptures et voilà, c'est ce que j'apporte au monde, quoi. Et par contre, c'est vrai que le milieu de l'art contemporain est un milieu masculin. Et ça, on le voit aussi quand on fait nos études en école d'art. Il y a beaucoup de femmes. Quand après on en sort, qui est exposé, qui sont les galeristes, ce sont des hommes. Après, je pense qu'il y a une espèce de fraternité, quelque chose comme ça qui se met en place entre hommes, de plus aller vers d'autres hommes, une espèce de relation de confiance qui se fait, et d'office, parce que tu es une femme, il va pas y avoir tout de suite cette relation de confiance, mais plus un rapport de séduction. Et ça, c'est quelque chose d'assez complexe, parce que tu peux essayer d'en sortir, tu peux essayer de l'utiliser, de l'utiliser à ton avantage, mais c'est pas forcément ce qui marche le mieux, mais ça peut aussi marcher. Enfin, c'est très très complexe, c'est des questions vraiment très compliquées. Mais donc à l'inverse, vous par exemple avec Fémiction, vous avez créé une sorte de sororité. Mais Oui. Est-ce que c'est un exemple assez commun finalement de façon de se détourner du... Écoute, je sais pas, parce que Fémiction c'est une chose. Après, j'ai aussi mon activité en tant qu'artiste à côté, qui ne sont pas liées, parce que au sein de Fémiction, je dessine, je fais de la BD. Là, c'est un acte hyper engagé au niveau féministe, en essayant d'avoir des personnages féminins, d'essayer de représenter, comme on parlait tout à l'heure de représentation de personnages féminins qui soient forts, qui soient intéressants, et qui soient pas forcément relégués au rang de second rôle. Je pense que quand même, Fémiction, c'était un grand saut dans le féminisme. Oui, complètement. C'était une manière d'assumer aussi le Ouais, fait d'être en colère, le fait de voir des choses et de vouloir aller contre. Et puis après, ça a des répercussions, je pense, sur ma vie d'artiste, parce que c'est pas qu'on ait une notoriété, mais c'est que on est maintenant les filles de Fémiction. Les gens savent qu'on est féministe, qu'on est prête à se bagarrer un peu, qu'on est ou beaucoup, enfin peu importe. Et du coup, forcément, ça a des répercussions, je pense. D'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez, au début, je vous ai demandé est-ce qu'on dit qu'on est féministe? Est-ce que, je peux le dire? Est-ce que je peux le dire? C'était déjà le tabou. Hein, hyper stressée. Et oui, on l'est. D'être catégorisée et que ça nous porte préjudice, en fait. Rien que le fait d'être artiste, faisante, je pense que c'est déjà quelque chose de féministe en soi, d'assumer le fait qu'on ait des envies, qu'on ait une créativité, qu'on ait quelque chose à sortir de... Tu vois, l'histoire de l'art, c'est une espèce d'évolution. On voit des choses qui se passent et on se dit « Ah tiens, à ce moment-là, il s'est passé un truc, ça m'intéresse. À un autre moment, il s'est passé autre chose. Et si je mixe les deux, qu'est-ce qui se passe ?» Et c'est aussi une volonté d'être dans une continuité. Dans une continuité faite d'hommes, mais... comment dire, nonobstant le fait qu'on soit des femmes, quoi, en pensant qu'aujourd'hui on a une époque où peut-être on peut essayer aussi en tant qu'être humain de mettre sa pierre à l'édifice. Et oui, on est des femmes, mais on est avant tout des personnes, et puis c'est ça. Dans cette continuité, on s'y met parce que c'est la continuité historique, mais parce que c'est notre culture, c'est notre société. Ouais. Et puis après, moi, j'ai eu la chance d'être élevée aussi dans un milieu progressiste, voilà, avec des gens ouverts, une famille d'artistes, et du coup d'être aussi... Enfin, on m'a toujours éduquée dans l'idée que je pouvais faire ce que je voulais, que je n'allais jamais être freinée. On m'a jamais fait comprendre que j'étais une fille et que du coup, je pouvais pas faire des trucs. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui est apparu plus tard. Genre... À l'inverse, moi, plutôt, j'ai eu l'impression qu'on m'a plus laissé... être artiste parce qu'on attendait plus des hommes de ma famille qui gagnent leur vie, moins de moi. Ah oui. Tu vois, oui, c'est marrant aussi. Ça peut être une chance. Il y a ce qu'on nous dit qu'on peut et qu'on ne peut pas faire, ou ce qu'on... mais il y a aussi l'exemple qu'on a sous les yeux. Enfin, moi, on m'a jamais dit tu peux pas faire ça ou quoi que ce soit, mais enfin,
c'est pas pour dire du mal de mon papa qui est parfait, mais j'ai quand même eu sous les yeux quelqu'un un homme qui faisait pas beaucoup à la maison, etc. Enfin, ça n'a rien à voir, on parlait du travail. Je suis encore sur les tâches ménagères. Mais enfin, je veux dire, l'exemple qu'on a sous les yeux, enfin, on peut te dire, tu peux tout faire ma fille, tu peux tout faire ma fille. Bah, si on a quand même quelqu'un qui est, enfin oui, en fait, sous les yeux, et dans la culture, et dans l'éducation, et dans les stéréotypes de genre, dans les jouets, n'importe quoi, enfin, tous ces trucs-là, on peut nous balancer les plus beaux discours du monde. Tout le contexte autour, il est complètement contradictoire en fait. Donc. Oui, on baigne dans une société patriarcale, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, quoi. Et d'ailleurs, dans le genre des jouets, je pense que ce qui m'a toujours un peu choquée dans la société dans laquelle on vit, c'est que c'est souvent dans la publicité ou dans l'économie que ça ressort le plus. Donc c'est dans la publicité à la télé ou même dans les affiches que vraiment ce côté... j'aimerais bien trouver... On parle des affiches pour parfum, par exemple. Oui, ou même la femme qui parle, tu sais, en disant « Ouais, c'est génial, j'ai été faire ça, j'ai été ramener les enfants de l'école et tout ça. » Et puis, je sais, j'ai plus d'exemples concrets, mais moi, ça m'arrive souvent d'écouter des publicités à la radio et voilà, de me sentir un peu choquée par... et je crois que c'est très fort dans la consommation. Je pense pas non plus qu'il faut condamner le féminin non plus. Genre, c'est pas parce que c'est féminin. Ça peut être féminin et après ça peut être valorisé autant que quelque chose d'autre. Mais je pense pas que ça doit être neutre pour être valorisé neutrement. Genre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non, moi je vois complètement ce que tu veux dire. Et d'ailleurs, j'adore être. J'ai utilisé le mot féminine alors que je suis féministe, mais juste par rapport à ce qu'on disait juste avant, c'est pour ça que je pense que le féminisme doit, s'il est intersectionnel comme on dit, doit également être anticapitaliste, parce qu'en fait c'est nous qui prenons cher dès qu'il y a une réforme, dès qu'il y a une nouvelle loi, dès qu'il y a un truc, dès qu'il y a des gens bannis du chômage, du CPS, peu importe, c'est nous qui prenons tout. C'est les mères célibataires, c'est tout ça, et donc en fait si le féminisme a un petit peu le vent en poupe en ce moment, c'est aussi parce que ça rapporte en ce moment le féminisme. Il y a qu'à regarder n'importe quel t-shirt H&M, il y a des trucs là-dessus. Girl power. Donc, comme par hasard, maintenant que ça rapporte, ça a pignon sur rue. Par contre, dès qu'il y a une perte d'argent, pour le dire très simplement, bah là, plus personne n'est féministe, évidemment. Moi, je voudrais réagir à ce que tu dis, Morgane, par rapport à la représentation de la femme dans justement les campagnes d'affichage, les films, les illustrations qui ont parsemé mon quotidien depuis que je regarde la télé et que je suis capable de comprendre ce que je vois. J'ai souvent vu le corps des femmes représenté sans tête. Donc c'est-à-dire qu'on voyait des affiches de parfums ou des affiches de lingerie, mais en fait je voyais les seins, le cul, les soutifs, mais en fait la tête de la femme je la voyais pas. Ou dans les génériques James Bond, les femmes elles ont pas de visage, elles ont pas vraiment d'identité. Et ça c'était quelque chose qui m'a vraiment marqué et qui a aussi déclenché, on en parlait au début, ce militantisme, parce que femme-objet, ça me répugnait. Et puis maintenant, on parle de branding ou féminisme qui a le vent en poupe, girl power, pouvoir d'achat. Donc j'observe effectivement un changement, mais il y a toujours cette logique d'instrumentalisation de nos genres, de notre corps. Et ça pose vraiment des grosses questions. Je ne sais pas si je suis la seule à l'avoir observé. En fait, c'est intéressant aussi parce que tout à l'heure, on parlait aussi d'être féminine, de féminité. Et alors, je le vois un peu comme une sorte d'engagement aussi, un peu comme une sorte de challenge, genre d'être féminine et en même temps de faire des trucs un peu badass, quoi. Et du coup, une manière aussi de défier un peu, de dire je porte des jupes, je mets du maquillage et puis à côté de ça, je sais faire du ciment et faire une armature en béton, quoi. Enfin, et pourquoi ce serait dichotomique en fait? Tu vois, c'est ça la question. Parce que ça l'est dans l'esprit des gens, en fait. Mais oui, mais... Et dans le nôtre aussi, oui, parce qu'on a été élevés comme ça. Mais au-delà de ça, tu dis féminine et féministe. Après, on n'est pas obligé, tu vois. Mais c'est finalement, une manière de challenge, tu vois. C'est un défi pour moi, tu vas me dire.
Parce que justement, je défends aussi ce truc de pas vouloir aplanir et de pas vouloir que nous, on se plie à une espèce de masculinité, tu vois, de devoir plier notre état d'esprit à un patriarcat, un capitalisme qui voudrait être la norme, et de continuer à défendre notre différence, en fait. Mais Bien sûr. parce que, oui, si on parle de différentes catégories de féminisme, moi, je me placerais vers un féminisme différentialiste. Pas un truc qui voudrait nier les femmes pour on soit pour qu'on soit des hommes, en fait. Non, Tout à fait. c'est pas ça. Parce que je pense qu'en tant que femme, on a des choses à apporter à la société. Bien sûr, mais après, tu vois, pour rebondir sur cette question de féminité, c'est moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est que du coup, on va considérer qu'une fille, entre guillemets, garçon manqué, n'est pas féminine. Et ça, finalement, je trouve que c'est encore une fois stéréotypé ce que peut être la féminité en l'associant à quelque chose d'autre. Oui, parce que du coup, ça va être... Pardon, c'est juste la question de comment tu définis la féminité. Non, mais c'est ça, en fait. Personne, tu te dis, bah tiens, ça c'est féminin, ça l'est pas. Et puis après, quand je dis être féminine, c'est pas être que féminine. Non, mais bien sûr. Ça va être apporter, garder une certaine forme de féminité. En fait, est-ce que être féminine, c'est pas tout simplement prendre soin de soi? Parce que j'ai l'impression que c'est un truc... en fait, c'est un truc dans lequel on baigne depuis longtemps, et à la fois, moi j'aime... prendre soin de soi... je sais pas, se couper les ongles, se laver les cheveux. Non, parce que non, c'est pas que ça, parce qu'en fait nous on va au-delà de ça. Enfin c'est nous. une manière d'être aussi, je trouve. Mais c'est selon ce qu'on a selon ce qu'on nous a inculqué, parce que c'est ça le truc. Pour moi, c'est aussi une manière d'agir et d'être, c'est pas que physique, quoi. Féminité, tu vois, c'est oui, mais hyper féminine, tu vois. Genre, mais moi j'attends que ça, en fait. C'est Virginie Despentes qui avait dit une fois, je comprends pas pourquoi les hommes sont pas plus coquets, pourquoi ils se mettent pas de vernis. Il y en a qui le font évidemment, mais c'est L'heure du cubi. Petit couac. Mais à travers les époques, les hommes ont été beaucoup plus féminins. Hein. Sous Louis Mais XVI, oui. ils mettaient des talons, des perruques. ils mettaient des perruques. Mais c'est pour ça, tu C'est vois, la que je voulais révolution revenir de sur mode. cette notion. C'est que aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on confond quand même. Enfin, qu'on confond. On met tout dans un même paquet. Enfin, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure au final. C'est que. Enfin, de ce que j'entends, finalement, il y a plein de définitions de ce que c'est qu'être féministe. Et ce qui relie tout le monde, en tout cas, comme tu disais, c'est d'être un être humain, en fait, au final. Et la féminité, c'est pareil. Il y a plein de possibilités. Donc, je pense qu'il y a des femmes qui sont pas du tout considérées comme féminines et qui sont féministes. Et inverse. Enfin, voilà, toutes les combinaisons sont possibles. Et il y a des hommes, comme tu disais, Morgane, au tout début aussi, qui sont féministes. Mais alors, est-ce que cette notion, c'est quelque chose qui est accepté par vous toutes ou soit féministe? Oui, tout à fait. Ouais. Oui. Je pense même, je peux redire une anecdote historique. on peut en parler, Lauriane. Je me rappelle, j'ai lu il y a quelques années le journal d'Alma Mahler, qui est la femme de Gustave Mahler, le compositeur. Et en fait, c'est assez connu parce qu'elle a été compositrice. Elle a dû signer en fait une clause qui disait qu'elle pourrait plus composer de la musique si elle se mariait avec lui, donc dans le contrat de mariage. Et elle trouvait ça assez normal. Et en fait, donc dans son journal, elle est assez séductrice. Elle raconte une fameuse soirée où en fait un homme qu'elle connaît essaie de la convaincre pendant toute la soirée. Donc elle vit dans un milieu assez avant-gardiste de la sécession viennoise. Donc c'est vraiment des gens qui sont à l'avant-garde. Donc sécession viennoise, c'est en même temps que, enfin c'est non. Début 20e, fin 19e. C'est actionniste Non, pas du tout. C'est la sécession viennoise, donc c'est la même chose que Klimt et que Egon Schiele, c'est un peu plus tard. Et où il y a beaucoup d'architectes, il y a beaucoup de musiciens. Et en fait, ce qui m'avait marqué dans ce journal, c'est qu'elle raconte qu'un homme
qui lui raconte pendant la soirée, lui dit mais en fait une femme est tout à fait capable de devenir artiste et de faire un travail artistique, de faire œuvre d'art et d'être artiste et d'assumer son travail qu'un homme. Et elle explique dans son journal qu'elle a passé la soirée à le convaincre du contraire, qu'en fait une femme était incapable de faire ça parce qu'elle était trop volatile et qu'elle ne peut pas comme ça se concentrer autant de temps sur quelque chose d'aussi intellectuel et qu'elle est trop émotionnelle pour faire ça. Et donc c'est intéressant aussi de savoir que c'est une femme, Alma Mahler à son époque, qui est d'ailleurs je vais retrouver le donc qui en fait dit voilà pour elle cet homme il a tort. Elle-même trouve normal de signer cette clause comme quoi elle composera plus si elle se marie à Gustav Mahler. Bon, après elle n'est pas restée avec lui toute sa vie, mais quand même c'est intéressant de voir que les femmes étaient très embrigadées en fait dans cette image dans laquelle on voulait qu'elles soient et qu'elles n'avaient aucune connaissance en fait de par exemple de compositrices qui avaient eu avant elles, qui ont existé. En fait, c'était très peu connu, donc forcément les femmes étaient dans un schéma où elles pensaient que elles n'y arriveraient jamais, enfin que c'était impossible pour elles de faire ça. Et donc voilà, c'est une petite parenthèse. C'est très intéressant. Mais je vais tout de suite dire l'époque parce que ça, j'aime pas avoir des... Et donc Alma Mahler, c'est... Ça montre bien que l'ignorance, c'est vraiment une clé du pouvoir. Si tu dis pas aux gens qui sont capables de faire quelque chose et que tu les convaincs du contraire, toute ta vie, tu peux rester dans l'ombre et te convaincre toi que non, ça sert à rien de suivre tes pulsions créatrices parce que de toute façon, tu n'y arriveras pas, quoi. Mm-hmm. Surtout que là, en plus, c'est une époque où tu as beaucoup de muses, finalement, où les femmes d'eux sont des Totalement. muses. Et pour ça, c'est très intéressant d'écouter John Berger sur ce qu'il raconte. John Berger, c'est un Anglais, un historien de l'art, qui a quelques vidéos sur la représentation de la femme dans l'histoire de l'art, dans la peinture, dans la sculpture, et toute cette position qu'elle occupe de muse. Et il classe certaines peintures comme étant des peintures où on montre le corps de la femme sans avoir ce côté sensuel ou de désir ou la voir comme une muse. En plus, on nous fait fantasmer sur le rôle de muse. Oui. Que c'est quelque chose, un idéal à atteindre. Bon, moi, c'est pas trop fantasmé. Mais... j'ai toujours aimé être, justement, être peintre ou être une artiste ou qu'on puisse pas... Après, dans mon travail, on dit pas on dirait une femme qui le fait, mais j'ai toujours voulu plutôt être un homme, avoir cette liberté de faire... donc peut-être plutôt une espèce de sentiment de frustration un petit peu de pas peut-être de pas pouvoir faire la même chose que les hommes. Et après, je pense que le pouvoir de séduction, c'est aussi un pouvoir en tant que tel qui peut être aussi utilisé sans je sais pas, qui devrait pas être jugé non plus ou condamné. Oui, à non, mon avis. c'est vrai. Et puis moi, ça m'est déjà arrivé de l'utiliser pour arriver à mes fins. Peut-être, je sais pas, peut-être que ça fait pas avancer la cause en tant que telle, et c'est peut-être juste égoïste au final, mais ça m'est déjà arrivé, et c'est une façon d'avoir du pouvoir dans un contexte où j'en ai moins par défaut. C'est un pouvoir que tu prends, et à partir du moment où il y a pouvoir, il y a un peu faiblesse de l'autre côté. Et du coup, ça rend l'autre faible, même si toi, tu prends un pouvoir qui va à l'encontre de certaines de tes convictions, tu affaiblis l'autre d'une certaine façon. Donc c'est... Puis ça m'est déjà ça m'est déjà arrivé d'être comme entretenu financièrement par un homme en échange de comme j'ai déjà eu un sugar daddy comme ça. Et je sais, j'ai eu beaucoup de critiques dans mon entourage, mais après moi je me disais c'est vraiment un échange de pouvoir. Moi, j'ai le pouvoir de séduction, je fais la discussion, il aime bien s'afficher avec moi, puis après, en retour, lui, il me donne un peu de son pouvoir capital. Et c'est vraiment juste un échange de pouvoir, comme ça. Et je le voyais vraiment de façon transactionnelle, pas qu'il n'allait pas au-delà de ça. Mais après, c'était pas sexuel, c'était... ça aurait pu, et mais... puis même en fait, je veux dire... oui, c'est ça, mais... Même si c'était ça... Mais c'est tout simplement ça aussi, être féministe, c'est faire
ce que tu veux, Ben en oui, fait, ouais. personne n'est là à te juger par rapport à cette relation qui était, comme tu disais, un échange de pouvoir, une sorte de transaction. T'as pas à être jugé là-dedans. Et enfin, si ça m'arrivait, tu vois, je le ferais. Je n'ai pas de honte à considérer mon pouvoir de séduction. Par contre, je pense à est-ce lié à mon âge et à partir de quand, du coup, ce pouvoir n'aura plus de valeur. Est-ce qu'à partir du moment où je serai ménopausée, en fait, je passe à la trappe? Ouais. Est-ce que... Même avant. Oui, même avant. Oui, Mais c'est juste, je pense que c'est vrai, t'as raison. C'est 30 ans, c'est fini, tu sais. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. je pense que tu peux t'appuyer un peu sur des structures qui sont déjà un peu préexistantes, genre justement comme l'âge, la beauté, tout ça, ils sont déjà là. Et je pense que tu peux les utiliser pour arriver à tes fins, parce que c'est à ton détriment, mais aussi tu peux le tourner à ton avantage de certaines façons. Puis... Aussi parce que le monde dans lequel on est fait que finalement, des fois, c'est ça. Voilà, Tu fais avec ce que t'as, en gros. Genre. En fait, avec les larmes, quel lapsus. Les armes qu'on t'a données, finalement, qu'on t'a imposées, bah écoute, Ouais. voilà, vous voulez qu'on soit des Et je pense que c'est des l'utiliser poupées, avec... voilà. Ouais. Des Faut poupées juste maléfiques. être Nager, poupées maléfiques. Non, nager en tant que tel, voilà. Et je pense qu'il faut juste en être conscient. Et c'est tout. Oui, ou essayer de trouver d'autres moyens aussi. Oui, c'est ça. Est-ce Ouais. qu'il y a des... Pas obligé de... Voilà, est-ce qu'il y a des comportements que vous considériez chez une femme comme anti-féministes? Pour finir. Donc ça, c'est ton exemple? Le mot de la fin. Non mais argumente maintenant. C'est pas très féminin de roter comme ça. Non mais pas féministe, pas féminin. Féminin. Oui, mais je pense... En fait, il y a cette idée aussi de féministe que c'est, tu vois, des femmes très masculines, Ouais, ce qu'on pas disait du tout à tout l'heure. séductrices, pas du tout féminines. Et en fait, c'est pas du tout vrai. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de femmes qui sont très féminines et très séductrices et qui Complètement. sont très féministes. C'est un détournement. Quand tu vois les femmes, en fait, on utilise justement leur féminité, leur corps et leur statut de femme pour les décrédibiliser. Alors que... Et je pense qu'il y a un autre truc antiféministe, c'est avoir des a priori trop forts sur ce que ça veut dire être féministe et juger la façon dont chacune vit son féminisme au final. Et ça m'est souvent arrivé et ça, je trouve que c'est antiféministe au final. Ouais, mais pour moi, ça rejoint cette peur, en fait, de ce tabou de pas oser se dire féministe parce que t'es une femme ou là, ce truc de c'est un terme ultra connoté, en fait. Ouais, mais De pas... se faire traiter de, il faut le dire, on l'a pas dit encore, de féminazie. J'ai un mot que j'aimerais bien dire parce que c'est un mot qui n'existe pas. Vas-y. En fait, c'est le mot méfiniste. Et pour moi, le mot méfiniste, en fait, c'est parce qu'on décrit beaucoup les hommes machos, qui sont des hommes machos. Et les femmes, en fait, il y a aussi des femmes, comme je parlais par exemple de certains exemples, comme les femmes sont éduquées et sont garantes de la tradition, il y a aussi beaucoup de femmes qui sont pas solidaires et qui sont, et du coup, en fait, moi, j'aime bien les appeler les méfinistes. Mais c'est quoi pas solidaire? Méfinistes, ça veut dire des femmes qui sont machos. Et je pense que c'est important, en fait, qu'il y ait d'abord, avant tout, cette solidarité entre femmes à ce niveau-là. La sororité. Ça peut être par exemple des La femmes qui veulent pas avoir un médecin femme parce qu'elles vont penser que un médecin femme va être moins bien qu'un médecin homme. Tu vois, ça passe par des trucs tout bêtes comme ça, mais ça existe. Et ça, je trouve que c'est antiféministe. Tu vois, de choisir un homme plutôt qu'une femme parce que ça va être un homme. Mais il y en a plein qui font ça, quoi. Plein de gens parce Et que c'est même inconscient. Bah oui, c'est sûr.
justement, par rapport à ça, moi je pense que je suis très privilégiée parce que je baigne dans un milieu où mes copines, mes copains, ils ont en fait les mêmes discours que moi. Et la prochaine étape pour moi pour faire évoluer mon discours, c'est aller à la rencontre de femmes qui se disent pas féministes et qui comprennent pas ce que je vis et qu'on puisse en discuter pour que je comprenne en fait leur position et que je puisse partager ma position. Parce que j'ai un peu moins de 30 ans, mes colocs sont artistes, je travaille dans le culturel avec principalement des femmes. J'ai l'impression que dès que je parle de féminisme, j'entends des oui, et puis on est d'accord, et puis comme ce soir, on a des avis différents, mais on se rejoint quand même, on se recoupe quand même. Et en fait, c'est pas la réalité. Il y a encore énormément de femmes qui ne partagent pas nos positions. Et moi, j'ai besoin d'aller à leur rencontre pour finalement comprendre pourquoi, et savoir pourquoi. Et je pense aussi des fois, ce féminisme, ça rime avec se victimiser. Moi, on m'a déjà, je sais pas, dans mon rapport avec ma mère, justement, c'était arrête de te victimiser. C'est pas parce que t'es une femme que t'es moins forte, mais si tu te dis féministe, c'est une façon d'essayer d'attirer une espèce de charité ou un changement de comportement des autres, parce que t'es plus faible, entre guillemets, mais ça, c'est un peu... je sais pas. Oui, peut-être la râleuse jamais contente. Ouais, c'est ça, ouais. Puis... bien sûr, mais t'as l'impression que dans... Enfin, je pense... tu vois, par exemple, t'es au dîner de famille à Noël, t'as l'impression que si tu vas d'un coup dire ouais, moi je suis féministe engagée cette année, là tu vois le gros froid, quoi. Enfin, t'as ce truc de tabou ambiant où tout de suite, si tu dis t'es féministe, t'es catégorisée en mode meuf vénère qui va péter l'ambiance parce qu'elle veut nous parler de ses problèmes de femme, tu vois. Justement, cette question du ton et la colère, c'est souvent un argument que je reçois quand je commence à parler de féminisme, comme quoi on serait toutes en colère, on serait toutes énervées, et donc nos propos, en fait, ils sont pas valides parce qu'on est énervé. Mais en fait, si. On a bien le droit d'être énervé parce qu'on a vécu des années et des années d'oppression et les gens qui se sont battus pour d'autres choses, pour le droit à la grève, le droit de vote, le droit aux soins de santé, ils étaient énervés, ils étaient colères, ils sont descendus dans les rues et ils se sont fait entendre. Et on a tout à fait ce droit-là. On ne doit pas se cantonner à un rôle de femme qui explique poliment pourquoi est-ce qu'on a des droits et pourquoi est-ce qu'on doit être reconnu. Donc moi, j'avais vraiment ce sentiment dans les fêtes de famille que je devais m'exprimer très posément. Et puis maintenant, en fait, je m'en fous. Si je suis catégorisée comme la féministe en colère, en fait, déjà, je m'énerve rarement, mais c'est pas grave. Franchement, si c'est ça l'argument que la personne a en face de moi, en fait, pour moi, c'est pas valide. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on peut rattacher féminisme et émotion, entre autres. Et aussi parce que justement, c'est le cliché que la femme est plus émotionnelle, mais après, quand tu t'exprimes sur des sujets féministes et t'es émotionnel, les gens vont voir ça comme une espèce de validation ou de tu te tires dans le pied. Je sais pas si c'est une expression en français, mais qu'est-ce que t'as dit? Tu te tires dans le pied. Tirer une balle. Ouais, c'est ça. Genre en étant émotionnel et en parlant de ça. Mais en fait, l'émotion, c'est une force finalement. Ouais. Je sais pas pourquoi on a associé les émotions à une faiblesse. Bon, voilà. Et puis pour rebondir avec ce que tu disais, Charlotte, tout à l'heure, c'est que moi, récemment, je me suis questionnée, je me suis inquiétée par rapport au fait que c'est comme un cauchemar ridicule. Je disais Lauriane et Laureline, je crois d'ailleurs, les filles, j'ai peur de devenir radicale. J'ai peur. Franchement, ça me... Non, mais j'étais sérieuse et je disais là, je suis trop énervée, quoi. Et alors, je crois que c'est Lauriane qui m'a dit mais putain, mais sois énervée, quoi. Il y a toutes les raisons d'être énervée. Je me suis dit mais ouais, mais j'ai toutes les raisons de l'être, en fait. Et puis non, évidemment, je sais pas qu'est-ce que c'est radical, j'en sais rien, moi. Peut-être radical, c'est juste pas plus passive, en fait. C'est juste quelqu'un qui agit. Et j'avais vraiment
peur de dire que j'étais féministe. Je voulais demander, est-ce qu'on dit qu'on est féministe? Maintenant, après, les filles, j'ai peur de devenir radicale, etc. Non, mais merde, en fait. Soyons radicales, soyons énervées, soyons féministes et assumons-la, simplement. Oui, puis moi, je sais pas si ça te fait cette impression-là, mais plus on en parle et plus j'ai l'impression qu'on construit une espèce de aussi une sorte de sous-culture finalement on a des termes bien propres. Dès qu'on parle de ça, on a nos propres termes. Il y a une sorte de même manière de parler, de façon de penser et de parler, qui construit aussi une espèce de sous-culture. Et je pense que là où on passe le cap, c'est quand on vient en rigoler, quand on dit ah putain, je suis vraiment une grosse féminazie, ou on vient en rire et à être au final décomplexé vis-à-vis du sujet. Et pour moi, c'est le moment où je me sens plus à l'aise aussi. Où tu récupères, tu t'appropries en fait ces termes, tout quoi. C'est à force de communication à propos de tout ça, toutes ces inquiétudes de tomber dans un radicalisme que je me suis rendu compte qu'en fait il suffisait d'assumer. Et puis il y a eu cet article super cool de Libération qui s'appelle Féminazie, qui disait qu'on avait toutes les légitimités et tous les droits à être énervé et à être féminazie, même si ça comporte un mot absolument affreux dedans, auquel on n'a rien à voir en fait. Mais oui, non mais c'est... Et du coup, en fait, bizarrement, ça se transforme aussi, parce que maintenant, quand je vais dire un truc que j'ai l'impression un peu extrême, je vais dire, bon, je vais encore faire ma féminazie, mais... Bah oui, et puis on a récupéré le terme, en fait. Voilà. C'est la meilleure défense. Oui. C'est la meilleure défense, c'est de prendre le terme, le terme qu'on va employer pour nous dénigrer, oui, on le récupère, parce que, oui, de fait, on est énervé, on est en colère. Et puis c'est un peu une confusion, encore une fois. Je suis aussi énervé, mais pas contre tous les mecs. Mais non. C'est ça aussi. Mais d'en rajouter, en fait, si d'en rajouter une couche et d'en faire 3 tonnes, au final, ça permet d'amener aussi le propos. Tu vois, c'est une manière, en fait, de décrédibiliser l'autre qui te traite de féminazie. Et finalement, l'autre, c'est pas les mecs, c'est la société. Oui, bien sûr. Quelque chose qui a Et été certains mecs, et puis Voilà. d'autres mecs, eux, sont un peu parfois peureux, et ils se demandent, mais c'est aussi un moyen de créer le dialogue, et aussi de leur expliquer, de leur dire, vous vous rendez pas compte, en fait, que vous avez énormément de privilèges, que finalement, en fait, par l'éducation qu'on a eue, tous, dans notre culture occidentale, vous, les garçons, avez quand même plus de facilité à vous exprimer, plus de facilité à assumer vos positions, à être entendus. Et tout ça, c'est des choses dont ils ne se rendent pas compte. Et la plupart des mecs avec qui on en parle, qui sont intelligents, qui sont nos amis, l'entendent, tu vois, et se rendent compte. Et parfois, tu vois le déclic. Tu vois chez des amis, tu leur parles 5 minutes, et puis ils sont convertis au féminisme. Au féminisme. Au féminazisme. Au féminazisme. Après, il y en a beaucoup qui prennent... c'est assez récent d'ailleurs, ce truc-là. Il y a beaucoup d'hommes qui se revendiquent féministes. Puis tu grattes un peu et... Après, c'est aussi, comme tu disais tout à l'heure, ils surfent un peu sur l'effet de mode, tu vois. Ouais, voilà. Mais... ouais. Non, mais il faut les encourager, les gars. Les mecs qui se disent féministes. Les mecs. Et peut-être un dernier petit mot avant de conclure, si quelqu'un a envie de dire quelque chose, de hurler. Alors, en fait, moi, je trouve que vous parlez que vous étiez en colère, vous étiez fâché. Je trouve que quand on vous entend parler ce soir, je trouve que vous êtes plutôt posé et pas en colère et pas fâché, comme on peut s'imaginer, le féministe qui revendique. Et je pense aussi qu'il y a quelque chose de plus léger aussi là-dedans, c'est qu'on est des êtres humains, tu vois, qui avons envie de mener la meilleure vie qu'on puisse avoir. Et donc, forcément, défendre notre bout de steak comme tout le monde. Mais après, il y a énormément de femmes qui l'ont fait avec beaucoup d'humour. Et je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui ont de l'humour. Et elles sont beaucoup plus entendues d'ailleurs maintenant qu'avant. Il y a beaucoup de femmes qui font des chroniques, qui font des one-woman shows. Et tout le monde se marre. Donc, l'humour est devenu féminin. Je trouve ça assez encourageant, en fait. Je trouve ça assez encourageant. Et je pense que... Enfin, en tout cas, j'ai bon espoir que ça continue à perdurer et à avoir plus ces paroles de femmes qui puissent être entendues.
Ben, nous aussi. Merci les filles et on va garder cette touche d'humour sur Radio Mojo. Au plaisir. Merci à vous. Merci. Bonne soirée. C'est un peu dur de reprendre l'antenne après tout ça. Ah, une voix masculine. Coupez-le au montage. Oui, merci vraiment d'être venu. Une voix masculine sans qui cette émission n'aurait pas eu lieu. Ouais, bon, c'est surtout sans vous, ça n'aurait pas eu lieu. Donc non, merci beaucoup. On va se quitter avec une playlist que vous nous avez préparée, en tout cas avec des morceaux que vous m'avez envoyés. Donc voilà, je propose qu'on la mette et peut-être qu'après la playlist, d'ici une petite demi-heure, on fera peut-être un petit au revoir. On verra qui est là ou pas. Ça vous va ? Ouais. Merci. Vous avez encore un dernier mot à dire, du coup, peut-être ou... Go girl. Yes. Non, super, merci. Ah, ouais. Ah, on aurait dû. Peut-être que ça pourrait. Bah, on peut la chanter si on a les paroles. Non. Vous voulez chanter ? Ah non. Bah, okay. Laureline et moi, si on a les paroles, on peut la chanter. Ah ouais, pourquoi pas ? À fond, ça peut être cool. Très très. Chante le premier couplet et le refrain. Vous allez chanter là ? Quoi ? Oh là là. Oui, chantez, trop bien. Moi, je viens du micro qui s'aime sans passer. Oui, mais bon, je sais jamais. C'est coupé le micro ? Non, les micros sont ouverts. On attend la chanson en direct. On est bien en direct ici. Et donc l'hymne des femmes, est-ce que peut-être vous pouvez présenter cet hymne ? Moi par exemple, je connais un bel exemple quand même de parfois des cultures qui se recoupent pas bien. Et quand on est des hommes, on passe à côté de plein de choses. Moi par exemple, l'hymne des femmes, je sais pas d'où il vient, quand il a été créé. En fait, c'est l'hymne du MLF, le mouvement de libération des femmes. Ça date des années 70. Ouais. Attends, je vais sur Wikipédia. Wiki à la rescousse. T'as trouvé les paroles du coup ? Oui. Ah, impeccable. Ok, alors c'est parti. Ah, tu connais ? Oui. Je pense, mais sinon, attends, j'ai un peu de ça. C'est trop bizarre. Lauriane, tu trouves ça ? Tu veux chanter avec nous ? Qui veut chanter ? Ouais, bon, oui, je C'est bien ça. pensais que tu voulais nous faire un peu le topo historique Oui. Alors attendez. de l'hymne des femmes. Tu veux chanter avec nous, Lauriane ? Non, moi je sais pas chanter. Oh là là. Arrête de dénigrer Lauriane. C'est Ose. typiquement féminin. J'ai pas la 4G. Bon, bah, on y va. Alors. moi je veux bien regarder ce Eh ben, on vous laisse chanter. On chante et On vous laisse chanter et puis après on vous fait le petit topo historique. Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Asservies, humiliées, les femmes, achetées, vendues, violées. Dans toutes les maisons, les femmes, hors du monde délégué. Devons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Seules dans notre malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorées. Ils nous ont divisés, les femmes, et de nos sœurs séparées. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous pas milliers. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Reconnaissons-nous, Elle dure 8 minutes 30. Parlons-nous, regardons-nous.
Ensemble on nous opprime les femmes, ensemble révoltons-nous, levons-nous femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Ouais. Olé. Bravo, merci beaucoup. Et du coup, est-ce qu'on a un petit historique de cet hymne ? Ah oui, alors attendez. Alors, en fait, c'est l'hymne du MLF, parfois appelé hymne des femmes. Chanson créée collectivement en mars 71 par des militantes féministes à Paris. Elle est devenue un emblème du mouvement de libération des femmes et plus généralement des luttes féministes francophones. Eh bien, magnifique. Merci de nous avoir chanté cet hymne. Merci aussi de m'en avoir en tout cas appris beaucoup et d'avoir pu faire cette belle discussion entre vous. C'était super chouette et super fluide et hyper intéressant. Merci à Brunella aussi qui a pris le rôle du coup de Merci Bubu. l'intervieweuse. Merci. Qui a mené ce débat. Enfin, ce débat, c'était pas un Merci débat. à vous. Et merci à toutes encore d'être venues ici sur le plateau de Radio Mojo. Merci à ceux qui nous ont suivis aussi en live durant toute cette émission. Et il y a eu des gens, c'était incroyable. Ouais. Radio Mojo. On a des commentaires. On veut des noms. Ouais, Alors, moi j'ai déjà eu des SMS qu'on m'avait entendu. Oh non, j'ai pas eu de gens dans le chat, malheureusement, j'ai pas eu de message. Mais j'ai vu qu'il y avait du monde. Ah, il n'y avait pas de chat, c'est vrai, ça, il n'y a pas ouais. d'intervenant. Dommage, mais bon, n'hésitez pas pour la prochaine fois. Je le Vas-y, rappelle. laissez des commentaires. Peut-être tu peux faire un concours où tu gagnes un truc si tu interviens. Ouais, c'est clair, j'aurais dû faire gagner des petites culottes. Ah, mais bravo, hein, t'as tout compris. Hein. T'as tout compris à ce qu'on avait dit. Bon bref, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc merci encore. Le podcast sera bientôt disponible évidemment sur YouTube. On vous laisse avec du coup la playlist qui a été préparée par nos invités et on se retrouve peut-être tout à l'heure pour conclure tout ça. Voilà, merci encore à vous les filles. Merci.